Présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. L'école comme maillon décisif dans la lutte contre l'antisémitisme et surtout pour la paix. C'est l'un des enjeux résultant de la 42e conférence générale de l'UNESCO. L'école, un bouclier contre l'antisémitisme. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Environ un adolescent sur 3 est porteur de méningocoque, un rebond de la maladie sans précédent depuis la pandémie de Covid. Alors comment repérer la maladie et sensibiliser à celle-ci? On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Loïc Landreau démêlera le vrai du faux concernant une rumeur de trafic d'enfants sur Vinted. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité de l'éducation. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence à Rennes où on en sait plus sur l'élève de 12 ans qui a menacé son enseignante avec un couteau de 17 cm hier matin. La jeune fille a passé la nuit en hôpital psychiatrique et ce qu'on apprend depuis ce matin est plutôt inquiétant. Elle était déjà connue pour des troubles du comportement antérieur et elle a été reconnue dangereuse pour les autres bien sûr, mais aussi pour elle-même. Pire encore, son arrestation a permis de révéler qu'elle avait été déjà renvoyée d'un collège en juin dernier pour exactement les mêmes faits, c'est-à-dire menace d'un de ses enseignants avec une arme. Et est-ce qu'on connaît la raison de cette tentative de meurtre ? Alors, la professeure d'anglais en question, qui a donc été agressée, avait confisqué le téléphone portable de cette jeune fille la semaine dernière. L'élève l'avait très mal pris. Elle avait annoncé à ses camarades vouloir se venger. Selon le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, hier sur France Inter, l'adolescente était très agitée au moment de la diffusion d'un film pendant un cours, c'était en début de journée. L'enseignante est donc allée s'asseoir à côté d'elle pour la canaliser un petit peu. Et voici donc ce qu'il s'est passé. L'élève lui aurait dit à ce moment-là, à voix basse, « Je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. » Elle a ajouté, selon ce que nous dit le professeur, qu'elle avait une arme et a demandé au professeur si elle souhaitait qu'elle la lui montre. La jeune fille sort donc l'arme en question. Il s'agit donc d'un couteau de cuisine de 17 cm, vous l'avez dit tout à l'heure. L'enseignante donc fait sortir tout le monde de la classe en urgence. L'adolescente la menace, la poursuit même dans le couloir de l'établissement où finalement elle est maîtrisée par le CPE et par un médiateur. Il faut savoir que le collège des Hautes-Ourmes, puisque c'est de lui dont il s'agit, connaît de grandes difficultés avec des classes surchargées, des cours qui se tiennent le midi sur le temps de la pause méridionale parce qu'il n'y a pas assez de salles libres sinon, et puis surtout avec une poignée d'élèves très difficile qu'il est compliqué d'encadrer de façon optimale puisqu'il n'y a pas assez de surveillants. Et cela pose ici évidemment encore une fois la question de l'accompagnement psychologique des élèves les plus fragiles et de la communication justement entre collègues. Et oui, puisqu'en fait le collège des Hautes-Ourmes n'avait pas été prévenu que cet élève avait été renvoyé pour le même motif. Personne n'a prévenu la direction ni les enseignants d'ailleurs qui l'avaient en classe, cette jeune fille. Donc l'ancien établissement n'a pas communiqué, ni le rectorat, ni l'académie. Premier problème néanmoins. Par peur que l'autre collège ne récupère pas, n'accepte pas justement cet élève ? Il n'y a pas de raison particulière, en tout cas, celle qui est, et vous allez l'entendre, expliquée par Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, c'est plutôt qu'en fait, ce n'est pas habituel que les collèges ou les établissements, les académies communiquent là-dessus. Et on va d'ailleurs écouter pourquoi, c'était sur RMC ce matin. Il y a parfois de l'information très informelle, mais d'un point de vue administratif, la plupart du temps, un élève arrive dans notre classe, on n'a pas du tout ce type d'information sur lui. On ne sait pas pourquoi il a été exclu de son établissement précédent. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de communication entre le chef d'établissement de l'ancien établissement et le chef d'établissement du nouvel établissement. De toute façon, ça passe par l'académie. C'est l'académie qui détermine où va un élève qui a été exclu. Donc non, généralement, moi-même, je vois des élèves arriver dans ma classe en cours d'année. On ne sait même pas parfois si c'est parce qu'il a été exclu, si c'est parce qu'il a déménagé. On n'a souvent aucune information. Et sur le suivi psychologique des élèves, Jean-Rémy Girard confirme qu'ils n'ont aucun accompagnement. Et là, ça pose la question du suivi psychologique et psychiatrique des élèves, de la question de la santé mentale de la jeunesse. Nous, dans l'éducation nationale, sur le plan médical, nous sommes
incroyablement démunis. Nous n'avons quasiment plus bientôt de médecins scolaires, si ça va par là. Plus personne ne devient médecin dans l'éducation nationale, ni pour les élèves, ni d'ailleurs dans la médecine du travail. Nous avons très très peu de psychologues et dans les collèges et les lycées, leurs missions sont concentrées sur les questions d'orientation scolaire. Et effectivement, quand on voit qu'on dit de cette jeune fille qu'elle est un danger pour elle-même, qu'elle a besoin effectivement d'un encadrement psychiatrique extrêmement important. C'est elle-même aussi la victime de cette situation. Bien sûr, et que faisait-elle dans une classe de 6e? De ne pas être suivie, de ne pas être aidée. Dans une première classe, puis dans une seconde classe, dans 2 collèges différents. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et les cours n'ont pas repris aujourd'hui. Dans l'actualité également, cette directrice de crèche menacée à Champigny-sur-Marne. Avec un couteau, une fois de plus, c'était hier aux environs de 15h30. Un homme s'est introduit dans une crèche de cette ville du Val-de-Marne qui accueille des enfants de confession juive. Et il a donc proféré des menaces de mort et injures antisémites à la directrice. Je le cite. T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper comme ils ont fait à Gaza. L'auteur a ensuite pris la fuite sans croiser les enfants, heureusement dans la crèche au moment des faits. La police, à l'heure où nous parlons, est toujours à sa recherche. Le parquet a ouvert une enquête pour menace de mort en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours avec 3 circonstances aggravantes sur une personne chargée d'une mission de service public aux abords d'un établissement d'éducation et en raison de la race, l'ethnie, la nation et la religion. Et nous allons consacrer justement notre émission à toute forme de discrimination et en particulier à la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui. C'est à suivre dans quelques minutes. On revient sur la suppression de la subvention de l'État au lycée privé musulman de Lille. Oui, on en avait parlé ces dernières semaines, depuis plusieurs années. Cet établissement donc musulman privé était dans le viseur de la région et du ministère de l'Éducation pour des manquements graves aux principes fondamentaux de la République. Alors finalement, la semaine dernière, le préfet de Lille a décidé de mettre fin au contrat qui liait le lycée à l'État, soit une subvention annuelle d'environ 300 000 €. Mais hier, les avocats de l'établissement ont dénoncé une cabale politique et promis des actions en justice dans les jours qui viennent. Je vous propose d'écouter l'avis de Marine Tondelier. Elle est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était interrogée ce matin sur France Info. Non, mais je constate quand même qu'il y a un 2 poids 2 mesures et que être enfant musulman dans ce pays, c'est pas la même chose. Moi, je pense aux gens qui sont scolarisés dans ce lycée, à leurs familles, qui se disent je vais où l'année prochaine? Est-ce que ça va rester ouvert? Est-ce que ça va fermer? La même semaine, on apprend quand même que M. Sanchez à Beaucaire après avoir interdit le repas de substitution, vous savez, à la cantine, lui, il a mis maintenant le cochon obligatoire le lundi. C'est un truc quand même, on n'avait jamais vu ça. Et donc, faits divers après faits divers, et c'est même plus que des faits divers, c'est extrêmement grave, se dresse quand même un récit qui envoie aux enfants musulmans de ce pays un message assez compliqué. Et le lycée Averroès, c'est difficile d'avoir tous les éléments du dossier. Forcément, on s'interroge. On en a quelques-uns. Mais je remarque que Jean-René Le Serre, qui était sénateur UMP de Lille, qui a fréquenté depuis 2003 beaucoup ce lycée, qui, en tant que sénateur, a beaucoup travaillé avec eux, même lui, il dit, franchement, c'est disproportionné. Et on va terminer ce JT avec une affaire plutôt insolite. Oui, ça se passe au collège Léonard de Vinci à Vitry-les-Reims. C'est, comme son nom l'indique, dans la banlieue de Reims. Un adolescent de 12 ans a cassé une assiette à la cantine sans le faire exprès, selon ses dires et selon aussi des témoins. On l'a tous fait au moins une fois dans notre vie, on ne va pas lui jeter la pierre. Mais l'établissement lui a donné une facture de 3,28 € à transmettre à ses parents pour rembourser l'assiette en question, même si c'était la première fois que ça lui arrivait par ailleurs. Le principal a expliqué à la presse locale qu'il ne faisait qu'appliquer le règlement et que la vaisselle cassée tout au long de l'année, ça représentait quand même un coût assez important. Mais quand même, cet accident qui était absolument involontaire, le beau-père du jeune homme, il a estimé que c'était pas forcément normal d'avoir une facture surtout de 3,28 €. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il trouvait ça mesquin. Eh bien, il a payé en pièces de 1 centime d'euro, 3,28 €. Donc, il a donné 328 pièces de 1 centime d'euro pour régler cette assiette cassée. J'espère que ça fait sourire le principal. Pas sûr. Pas sûr. Merci beaucoup, Loïc, pour ce journal. Ne pas réveiller la bête immonde. Et oui, c'était bien la crainte à laquelle nous faisions tous face depuis le 7 octobre dernier, alors que la guerre fait rage au Proche-Orient et que les tensions religieuses, raciales et politiques se multiplient. Et
notamment en France. Eh bien, au-delà de toute forme de discrimination, nous avons voulu parler justement de cette lutte contre l'antisémitisme plus que nécessaire aujourd'hui avec nos invités. C'est tout de suite. À l'occasion de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO, la directrice générale de celle-ci et le gouvernement français ont décidé de nouer un partenariat pour former à grande échelle les éducateurs et les décideurs politiques à combattre l'antisémitisme par l'éducation en France et en Europe. Et on va en parler justement avec le responsable du programme chargé de la citoyenneté mondiale et de l'éducation à la paix à l'UNESCO, dont l'antisémitisme, Karel Frakapan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ainsi que Jonas Pardo qui est avec nous par Skype. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jonas, aussi. Vous êtes formateur contre l'antisémitisme, justement. Ce nouveau partenariat, justement, pour prévenir et lutter contre la recrudescence de ces actes antisémites, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, alors que les signalements se sont multipliés ces dernières semaines, mais aussi ces dernières années, et on en parlera évidemment ensemble. Est-ce que les événements du 7 octobre ont, à votre avis, accéléré cette mise en place, Karel Frakapan ? En tout cas, ça a accéléré la hausse des incidents antisémites. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose dont un certain nombre de gouvernements se sont emparés déjà il y a 10, 15, 20 ans. En ce qui concerne les Nations Unies et l'UNESCO en particulier, c'est quelque chose qui n'est pas complètement récent, on fait ça quand même depuis quelques années, mais effectivement, depuis le 7 octobre, on a une recrudescence absolument phénoménale dans plusieurs pays d'actes antisémites. On voit une recrudescence plus de 300% par rapport à l'année passée aux États-Unis, plus de 500% au Royaume-Uni, plus de 600%, j'ai lu récemment en Australie, 3 fois plus en 15 jours en France ou en 2 mois en France que l'année passée. Donc il y a une vraie actualité, effectivement, qui a stimulé en quelque sorte l'accroissement de notre activité et le partenariat avec la France. Ce partenariat-là, il vient s'ajouter à quelque chose, encore une fois, un programme qui existe déjà, qui a des bases solides et qui est en cours. Donc ce que la France vient faire, en quelque sorte, là-dedans, c'est soutenir le travail de l'UNESCO, essentiellement dans le cadre de l'Union européenne. Alors, on va en parler effectivement de ce partenariat, de ce programme précisément sur la formation que vous allez dispenser, enfin que vous proposez de dispenser pour les professeurs, mais aussi pour toute l'équipe éducative, pour les élèves, pour les parents aussi, pour les citoyens de manière générale. Mais je voudrais, Jonas Pardo, juste une réaction par rapport à cela, parce que quelque part, j'allais dire, est-ce que cela vous rassure que, évidemment, l'UNESCO s'en mêle encore davantage, ou est-ce que finalement ça devient encore de plus en plus terrifiant que de se poser une nouvelle fois cette question ? Oui, il y a des chantiers énormes à mener et je pense que la question de l'antisémitisme à l'école, mais même de tous les racismes à l'école, est absolument urgente à prendre en charge. C'est autant au niveau des programmes scolaires que des procédures à mettre en place lorsque des événements racistes ou antisémites sont signalés. Oui, c'est important qu'il y ait des programmes qui soient mis en place. Alors justement, parlons-en de ce partenariat. La formation des enseignants et de toute l'équipe éducative est au cœur évidemment de ce projet pour pouvoir à la fois, j'imagine évidemment, former les profs à réagir en cas de fait, d'agression aussi, mais aussi peut-être pour redire quels sont les fondements même de l'antisémitisme, car malheureusement, il faut le redire. Tout à fait. Ce que je veux indiquer ici, effectivement, c'est que quand on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut prendre l'antisémitisme pour ce qu'il est, tel quel. Qu'est-ce qu'il est précisément ? Alors justement, l'objet de ce genre de formation, c'est de former non seulement les décideurs politiques, mais aussi les enseignants et les formateurs d'enseignants à la question de l'antisémitisme spécifiquement. Lorsque l'on s'attaque aux questions de racisme, il faut s'y attaquer effectivement de manière générale. Il y a une question systémique là-dedans, une question de politique générale. Comment est-ce que le système d'éducation peut contribuer à lutter contre toutes les formes de haine, toutes les formes de préjugés? Mais ensuite, il faut prendre au cas par cas ces différentes formes de haine et ces différentes formes de préjugés. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement une croissance des actes antisémites, mais on n'a pas vraiment de réponse à la question de l'antisémitisme particulièrement. Il n'y a pas de programme en Europe, il n'y a aucun pays aujourd'hui en Europe encore à avoir dans les programmes scolaires
la lutte contre l'antisémitisme en particulier. Donc c'est ça l'objet de notre intervention ici, et avec bien entendu la Commission européenne, puisqu'on travaille beaucoup dans l'Union européenne, c'est de faire en sorte que dans les plans d'action de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la question de l'éducation soit également prise en compte par les États membres. Nous, on intervient à ce niveau-là. La question de l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est un travail de plaidoyer. C'est essayer de faire en sorte que les décideurs politiques, ceux qui sont dans les ministères, les cadres des ministères, s'emparent de la question. Alors, ils sont emparés, je vais réagir là-dessus, ils sont emparés effectivement de la question, mais pas forcément de la bonne manière. Et vous allez réagir évidemment, Jonas Pardo, à ce sujet. Parce que là, au niveau politique, on a tout eu en France quand même. Alors, quand je dis politique, j'entends mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire à l'intérieur du ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'on fait? Après, ce que font les politiciens... Mais la parole a été libérée. Et c'est un vrai sujet sur l'antisémitisme. Absolument, c'est un vrai sujet. Et c'est d'autant plus important, je dirais, de former les responsables éducatifs à ce sujet-là. Puisqu'on a un environnement qui est extrêmement difficile, on a des discussions en classe qui sont extrêmement difficiles, donc il faut former les formateurs, il faut former les enseignants eux-mêmes à enseigner sur et contre l'antisémitisme. Et également, comme le disait Jonas Pardo à raison, il faut aussi essayer de faire en sorte que les établissements scolaires aient des réponses, qui soient des réponses pédagogiques notamment, mais aussi en termes de sanctions et autres, aux incidents antisémites. Et tout ça, c'est extrêmement difficile. Et les enseignants, aujourd'hui, expriment beaucoup de désarroi, j'ai l'impression, ils ont assez peur de parler de cette question-là, parce qu'ils ont peur des réactions des élèves. Et donc, il faut, et ça c'est le rôle des cadres, c'est le rôle des responsables politiques, des responsables dans les ministères, faire en sorte qu'ils soient formés à répondre à ces situations qui sont particulièrement difficiles. Jonas Pardo, une réaction à ce que vient de dire Karel Fracapane sur justement la formation des décideurs politiques. Oui, l'antisémitisme déjà, il s'exprime souvent de manière cryptée. Depuis la Shoah, le mot antisémitisme n'a plus une connotation positive. Donc l'antisémitisme, bon, c'était déjà le cas avant la Shoah, il se présente souvent sous forme d'un discours de justice sociale. Il est attrayant parce qu'il se présente comme radical et il se veut une explication au changement du monde, il se veut une explication du monde complexe. Et on le voit très bien en ce moment, et il ressurgit à chaque épisode de violence au Moyen-Orient. On a besoin à l'école de mots pour apaiser le débat. Moi, je pense que dans les programmes scolaires, il y a deux choses à revoir en priorité. La première, c'est renforcer l'éducation à l'histoire des religions, comprendre ce que ça veut dire juif, musulman, qu'est-ce que c'est islam, qu'est-ce que c'est Coran, qu'est-ce que c'est Torah. Ces mots-là, pour l'instant, on les voit en 6e pendant 1 heure. C'est assez faible et ça ne permet pas de calmer et l'ambiance à la cour de récréation et dans les relations entre les élèves. Et l'autre problème, il me semble, dans les programmes scolaires, c'est la centralité de la Shoah. Or, on le sait aujourd'hui, connaître l'histoire du génocide des Juifs d'Europe ne vaccine pas contre l'antisémitisme. C'est-à-dire, parler uniquement des formes paroxystiques de racisme ne permettent pas de comprendre le phénomène dans son entièreté. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à revoir, que ce soit dans l'histoire, mais aussi dans l'éducation aux médias. Vu que, étant donné que l'antisémitisme se propage comme un discours de justice sociale, il se propage notamment dans la culture, on le voit dans le rap. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce rappeur Freeze Corleone, qui fait toujours un succès dans les cours de collège, etc., et qui appelle véritablement à de la violence contre les Juifs, contre le colonialisme, pour la justice sociale. Et pour apprendre à reconnaître et combattre ça, oui, ça demande une formation d'abord des enseignants, mais aussi de l'insérer dans le programme scolaire auprès des élèves pour qu'il y ait un apaisement dans le débat. Alors, on va réagir déjà effectivement à ce sujet qui est encore tabou, la religion à l'école, à l'exception de certains établissements privés, ou de pratiquement tous les établissements privés, peu importe la religion d'ailleurs. L'enseignement du fait religieux, finalement, est quasi inexistant. On le voit nulle part, au nom d'une laïcité qui confondrait peut-être effectivement croyance et connaissance. Pourquoi, selon vous ?
Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est le cas français. Il y a plein de pays où on enseigne la religion, où le fait religieux et pas de manière nécessairement religieuse. Ce qui est important là-dedans, effectivement, et je crois que là, pour le coup, c'est ce qui vient d'être dit est particulièrement important, c'est qu'il est important de favoriser le dialogue interculturel et le dialogue interreligieux. Ça fait partie des fondamentaux. Il est fondamental, si on veut lutter contre l'antisémitisme, aussi d'avoir dans les programmes scolaires et dans les manuels scolaires, de regarder quelle est la place des Juifs et du judaïsme dans les manuels scolaires. Si on regarde les manuels scolaires de la plupart des pays européens, on passe des Hébreux, en gros, à l'affaire Dreyfus, à la Shoah, et puis la création de l'État d'Israël et les guerres israélo-palestiniennes. Donc je ne pense pas que l'image des Juifs ici soit particulièrement complexe, subtile, ou en tout cas favorable à une bonne compréhension de ce que... Ce soit pas complète, oui, effectivement. Et ça, certainement, ça n'aide pas non seulement à la compréhension du judaïsme et des juifs, mais à la lutte contre l'antisémitisme. Ensuite, ça participe à la désinformation, vous voulez dire qu'il faut revoir absolument, finalement, les programmes scolaires dans leur ensemble, et l'UNESCO va aussi amener, porter cela. Alors, les programmes scolaires et les manuels scolaires, ce ne sont pas les vecteurs de connaissances neutres. Bien sûr. Il y a des préjugés qui sont transmis. On va, dans quelques jours, lancer une étude des manuels scolaires, du racisme dans les manuels scolaires, et on voit bien que même parmi, j'ai envie de dire, les pays les mieux intentionnés sur la question, on voit quand même plein de choses qui sont transmises sur les minorités, sur les populations indigènes dans les Amériques, par exemple, sur les immigrés, etc., et qui ne sont pas intentionnelles, nécessairement. Donc il faut effectivement regarder aussi les matériaux qui sont distribués dans le cadre de la formation des enseignants, comme dans les classes. Il faut regarder les programmes. Ce qu'a dit Jonas Pardo à l'instant, c'est très important. On enseigne beaucoup, j'ai envie de dire, et de mieux en mieux probablement, sur l'histoire de la Shoah, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres parties du monde. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. L'UNESCO a développé 2 programmes distincts. Alors, il y a des ponts, évidemment, entre l'un et l'autre, mais il y a un programme sur la mémoire et l'enseignement de l'histoire de la Shoah, d'une part, et un programme de lutte contre l'antisémitisme contemporain, d'autre part. On regarde aujourd'hui l'antisémitisme contemporain par rapport à des sociétés qui ne sont pas du tout celles des années 30. Donc évidemment, la Shoah, c'est le paroxysme de l'antisémitisme, c'est le génocide des Juifs, et on ne peut pas comprendre l'antisémitisme d'aujourd'hui si on ne connaît pas l'histoire de la Shoah. En même temps, les présupposés de l'antisémitisme contemporain sont bien différents de ceux d'autrefois. Donc il faut s'attaquer à ça. Et ça, il l'a dit très bien aussi, c'est s'attaquer aux préjugés en général. Donc il faut un système éducatif qui permette, qui soit non seulement plus inclusif, mais qui permette de s'attaquer à ce genre de préjugés. Il faut un système éducatif qui puisse aussi regarder, j'ai envie de dire, la rhétorique des discours de haine, et notamment les idées complotistes. Alors vous dites beaucoup de choses très intéressantes. J'aimerais vraiment qu'on insiste sur ce sujet. 2 points effectivement qui sont à la fois les cours d'histoire et les cours d'EMC, dans l'éducation morale et civique qui sont enseignés, et à la fois effectivement les préjugés et les clichés. J'aimerais vous faire rebondir tous les 2 dessus. Sur les cours d'histoire précisément, on l'a vu, il y a eu énormément de problèmes et de drames aussi à l'occasion de cours d'histoire dispensés effectivement dans les établissements scolaires. Évidemment, on se souvient tous, et on l'a tous dans notre cœur, l'assassinat de Samuel Paty, mais ce n'est pas le seul. Dominique Bernard récemment, et d'autres, malheureusement. La situation est très complexe aujourd'hui, et l'enseignement de l'histoire et du fait historique est de plus en plus complexe. Jonas Pardo, j'aimerais vous faire réagir à cela. C'est que comment faire en sorte que la parole aussi se libère pour les enseignants sur cette complexité de l'enseignement du fait historique? Et vous l'avez d'ailleurs dit, pardon, je précise, que ce n'est pas que sur l'antisémitisme, c'est sur tous les sujets d'histoire, puisqu'on a parlé à l'instant, par exemple, de colonisation ou autre, et donc de toutes les phases de discrimination, quelles qu'elles soient. Eh bien, oui, enfin, ça c'est un constat qu'on fait aussi de manière très globale. On est beaucoup dans des problématiques de concurrence mémorielle. C'est une idée qui a une réalité dans le sens où il y a eu une reconnaissance de la Shoah par l'État français, en tout cas une certaine reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs au Veldiv, et ce qui n'est pas le cas notamment vis-à-vis, il n'y a pas la même place, le même traitement par l'État vis-à-vis des traites des Noirs, la colonisation, la guerre d'Algérie, etc. Donc dans l'optique de rétablir un apaisement dans le débat, il y a besoin déjà qu'au niveau politique, il y ait un apaisement vis-à-vis de l'histoire de France. Ça, c'est une première chose. Et que ça se traduise en gestes concrets vis-à-vis des programmes. À mon sens, ça peut être que le premier geste pour désamorcer
c'est concurrence mémorielle. Ensuite, il y a une spécificité vis-à-vis de l'antisémitisme, je le disais et je le redis, du fait qu'il se présente comme un discours de justice sociale, le fait de le réprimer sans pédagogie peut renforcer le phénomène. Moi, ce qu'on me remonte notamment de collèges, à des endroits où il n'y a aucune présence juive, en Bretagne, au Pays Basque, etc., on me dit les élèves inscrivent sur les tables beaucoup de croix gammées. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des centaines de néo-nazis parmi les collégiens en France. Je pense qu'il y a des discours pseudo-rebelles qui s'expriment à travers cet antisémitisme-là. Vous partagez cet avis? Oui, complètement. Je pense que ce qui est dit là est particulièrement important. Alors effectivement, en ce qui concerne les incidents, il faut prendre en considération le besoin de réponse pédagogique, mais il faut aussi des espaces pour discuter avec des choses à propos de choses qui peuvent être particulièrement graves, des contentieux historiques, comme vous le mentionniez tout à l'heure, mais aussi des incidents. Donc il y a un espace pédagogique à créer, on ne peut pas réagir que par de la sanction, que en professant des principes, évidemment. Et qui sera favorisé par ce partenariat, justement, entre la France et l'UNESCO? Oui, parce que si vous voulez, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que les États membres regardent en général leur système éducatif. Est-ce qu'ils ont un système éducatif inclusif? Est-ce qu'ils ont un système éducatif qui exclut, qui discrimine, qui crée des griefs historiques, des ressentiments? Tout ça, c'est des questions importantes. Est-ce que les enseignants sont bien formés en matière de compétences sociales, émotionnelles, capacité au dialogue pour les élèves? Apprendre aux élèves à dialoguer avec respect, à parler de sujets difficiles sans se battre. Et ça demande une formation spécifique pour les enseignants. C'est très difficile à faire. Est-ce qu'on intègre dans l'éducation à la citoyenneté la question de l'engagement? Excusez-moi, mais ce que vient de dire Jonas Pardo, pardon, c'est sur les mêmes questions. Oui. C'est cette question de justice sociale qui est portée justement par l'antisémitisme. Okay. Ça, typiquement dans la pédagogie, est-ce que vous allez faire une formation, proposer une formation justement pour l'équipe éducative et pour les enseignants sur ce sujet précisément? Que répondre à des croix gammées sur une classe, effectivement, dans une classe des Côtes-d'Armor? C'est précisément ce qu'on fait. On est en train de le faire dans plusieurs pays, dans une douzaine de pays de l'Union européenne en ce moment. Donc il faut effectivement que les enseignants puissent apprendre à déconstruire les préjugés, et notamment les préjugés antisémites qui sont particuliers, comme vient de le décrire Jonas Pardo. Ils sont particuliers parce qu'ils peuvent exprimer un sens de justice sociale, notamment chez les gens de gauche. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, quand c'est les gens d'extrême droite. Mais en tout cas, il y a un sens, effectivement, de la justice. C'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est une théorie du complot, l'antisémitisme. Alors, on y vient, justement. L'antisémite se pose comme victime. Il ne se pose pas comme dominant, comme c'est le cas de la parole raciste. Donc il y a des spécificités à chaque forme de racisme, à chaque forme d'intolérance et de discrimination qu'il faut pouvoir lever de façon à déconstruire les préjugés. Sans formation pour les enseignants, sans matériaux adéquats, effectivement, on ne peut pas demander aux enseignants de faire ça. Mais il n'y a pas que la formation qui prévaut, parce qu'il y a aussi l'idéologie peut-être qui prévaut et qui est là encore. Cette fameuse théorie du complot, ces clichés dont on parle. Il y a des clichés qui peuvent de temps en temps faire sourire pour certains, pas pour tous, mais c'est quand même latent, c'est là depuis toujours. Alors certains humoristes s'en sont emparés, et de manière assez sympathique et drôle, n'empêche qu'il reste. Et cette fameuse théorie du complot, comment lutter contre, Jonas Pardo? Eh bien, alors, comment lutter contre le complotisme? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais, pour répondre au discours que j'ai entendu, avec lequel je suis complètement d'accord, pour moi, l'antiracisme, c'est en même temps un fait qu'il faut aborder scientifiquement, à travers l'histoire, la connaissance, les activités interculturelles. Mais le racisme, c'est aussi une expérience vécue. Et les élèves témoignent aussi de racisme, que ce soit en cours, que ce soit en dehors des cours, etc. Et il faut absolument une formation à ça, aux aspects émotionnels du racisme. Et je crois pour l'instant, la question de l'antiracisme à l'école, et surtout le fait, et même en grande majorité, le fait d'associations bénévoles qui interviennent en cours, des étudiants engagés, des associations, etc. Et je crois qu'il est urgent que l'antiracisme se professionnalise. Alors, je ne jette pas du tout la pierre aux étudiants, aux bénévoles qui font ce travail, c'est très bien. Mais quand je dis professionnaliser, c'est qu'ils soient vraiment pris en charge par les profs, par les professeurs,
par les institutions, mais aussi par des intervenants extérieurs. Tout à l'heure, vous demandiez comment faire quand on est dans des contextes un peu chauds, où il y a de la peur de la part des enseignants d'aborder certains sujets, mais les intervenants extérieurs, c'est une solution assez simple finalement. Des gens qui viennent, qui ne restent pas et qui savent intervenir sur des sujets, faire discuter, rentrer en discussion, etc. Et je pense effectivement aussi qu'en France, on a un problème entre l'enseignement, enfin on fait une confusion entre l'enseignement aux faits religieux qui n'est pas l'enseignement de la religion. Comprendre les religions, comment elles se passent, il me semble que c'est indispensable pour le vivre ensemble, pour ne pas tomber dans les pièges justement de ces discours pseudo-radicaux que sont les discours complotistes. Et ça, je pense, c'est vraiment urgent. Alors peut-être il faut penser quelque chose aussi en dehors de l'école, proposer des visites de mosquées, de synagogues aux élèves. Et je sais que ça fera grincer les dents de certains profs d'entendre ça, mais je ne vois pas comment on va s'en sortir si on ne rentre pas dans une forme d'humanisation de la personne qui est considérée comme l'autre. Complètement. Une réaction ? Complètement d'accord. Notamment sur le fait que les écoles doivent être effectivement des lieux de cohésion sociale. Et ça veut dire que l'école doit sortir de l'école aussi à certains égards. Donc les interventions extérieures sont particulièrement importantes. D'ailleurs, l'UNESCO forme des organisations de la société civile, on parle de professionnalisation, hein, donc on parle du monde militant aussi. Oui. Il s'agit de professionnaliser en éducation les gens du monde militant de manière à ce qu'ils puissent intervenir de manière plus efficace auprès des enseignants. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'école comme lieu de cohésion sociale, ça c'est fondamental. On ne peut pas professer sans cesse des valeurs si les élèves eux-mêmes ne les expérimentent pas. Mais surtout avec des professeurs qui sont formés, avec des équipes éducatives qui sont portées et qui ne se sentent pas seuls, car malheureusement, c'est ce qu'ils ressentent, eux. Ils se disent un peu seuls face à des situations. On leur dit, on va mettre un bouton d'alerte quand il y aura un problème, et puis venez 1 heure par mois pour discuter si jamais vous avez peur. Ça ne suffit pas. Oui, enfin, après, ça dépend encore des situations nationales. En France, il y a ce système qui est quand même assez remarquable, je trouve, de référents valeurs de la République, que l'UNESCO va d'ailleurs contribuer à former sur la question de l'antisémitisme et qui font en partie ce travail de soutien qui, je pense, est particulièrement important. C'est un modèle, je dirais, qu'il faut suivre. Pour en revenir à la question des théories du complot, alors ça c'est fondamental si on veut s'intéresser à la question de l'antisémitisme. On n'a plus que 40 secondes. En particulier, l'éducation aux médias et à l'information, ça a été mentionné. Ce qu'il faut regarder lorsqu'on parle d'éducation à la citoyenneté, éducation au droit et l'homme, c'est qu'est-ce qu'une citoyenneté numérique aujourd'hui ? Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important, je dirais. Et surtout, c'est travailler à des pédagogies adéquates. On a en face de nous, les enseignants ont en face d'eux, des adolescents. Il ne faut pas les condamner nécessairement pour tout ce qu'ils disent, même si quelquefois il y a des choses qui sont graves, qui sont particulièrement graves. Il faut travailler et leur donner un espace de parole de façon à faire en sorte que ces préjugés soient au fur et à mesure déconstruits. C'est un travail au long cours, évidemment. Déconstruire, c'est aussi apprendre, c'est aussi comprendre, c'est aussi savoir, et donc peut-être, effectivement, comme le disait Jonas Pardo, visiter des mosquées, des synagogues, aller à la rencontre des autres, de ceux qu'on ne connaît pas. Jonas Pardo, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Merci vraiment pour votre temps. Je rappelle que vous êtes formateur dans les établissements scolaires et un peu partout, j'imagine aussi dans les entreprises, ça leur fera du bien aussi à tous. Voilà. Je fais des interventions milieu scolaire, mais c'est surtout partis politiques, syndicats, associations. Eh bien, les partis politiques en ont besoin aussi, manifestement. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Jonas Pardo, ainsi que Karel Frakapan. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes responsable du programme chargé de la citoyenneté mondiale et de l'éducation à l'appel à l'UNESCO, et notamment l'antisémitisme. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors par rapport à la période pré-pandémique, celle du Covid, il y a eu une augmentation des nouveaux cas de méningite à méningocoque, augmentation de 36%, c'est énorme. Alors comment prévenir justement ces infections et les repérer les symptômes? On va en parler avec Jimmy Voisine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Méningite France. Jimmy, Méningite France portait un autre nom avant. Il le porte peut-être toujours, il est associé. C'est celui d'Audrey, votre fille qui est décédée à l'âge de 12 ans.
faute de diagnostic. Oui. On a toujours gardé donc, le nom d'association Audrey quand on a fait donc, évoluer les statuts de l'association. Donc voilà, c'était une façon aussi de maintenir la mémoire d'Audrey par rapport au combat qu'on mène. Alors un combat que vous menez justement par rapport au diagnostic de cette maladie si grave. Votre fille a été emportée en 24 heures et vous le redites encore une fois, évidemment, vous ne saviez pas. On ne connaît pas ces symptômes-là. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, souvent, ce qu'on dit, c'est que là, voilà, notre propre ignorance a permis à la bactérie d'arriver à son terme. Donc en 24 heures. Donc on ne veut pas que ça arrive à d'autres, mais hélas, ce sont des centaines de cas chaque année en France qui se produisent. Donc on espère arriver dans les prochaines années, on va dire 2030 selon l'OMS, arriver à pouvoir éradiquer les méningites. Alors justement, vous parlez des méningites parce qu'il y en a plusieurs. Alors sans rentrer effectivement dans le cas précis, on ne va pas faire un plan, une explication très pratique et précise de chaque maladie, mais qu'on puisse comprendre quels sont les différents stéréotypes de méningite. Alors, la bactérie, elle a une capsule qu'on appelle une carapace pour se protéger. Par rapport à cette carapace, un petit peu sous forme d'image, c'est ce qui permet de pouvoir déterminer les différents sérogroupes, le A, le C, le B, le W135 et le Y. Donc, aujourd'hui, en France, par le passé, c'était surtout le C et le B qui étaient, je veux dire, dominants en France. Et donc, on a une partie de l'Europe. Depuis quelques années, le W135 et le Y arrivent sur le continent, on va dire, européen et ils se développent. Le système, on va dire, qu'on appelle le réchauffement climatique, permet à ces bactéries de mieux se développer parce que le W, il existait depuis les années 2000, mais il était très, je veux dire, réduit en nombre de cas, très contrôlé. Le réchauffement climatique a fait en sorte qu'effectivement, malheureusement, le virus persiste et continue en France de faire des ravages auprès notamment de nos enfants. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est vrai que le réchauffement climatique permet qu'à certaines bactéries qui vivent dans d'autres, je veux dire, continents, trouvent un terrain plus propice pour se maintenir, se développer. Et notamment, là aussi, la précarité favorise donc le développement de la bactérie. Et notamment, en grande partie, ce sont aussi les lieux collectifs où la bactérie se transmet le plus facilement. Donc le fait des grosses manifestations comme les Jeux Olympiques qu'il va avoir l'année prochaine, la Coupe du Monde de rugby, les JMJ qu'il y a eu, donc tout ça cette année, permet de favoriser cette transmission de la bactérie. Le terrain. Il y a un vaccin qui existe contre la méningite aujourd'hui, mais il n'est que sur une forme de méningite. Alors aujourd'hui, dans la loi sur on va dire le carnet vaccinal, seule la méningite C est obligatoire. Nous, notre souhait, donc les autorités ont bien compris et surtout travaillent sur ce domaine-là. Donc c'est un amendement qui permet de modifier la loi des 11 vaccins pour retirer la méningite C et la remplacer par un vaccin qui s'appelle, qu'on appelle le quadrivalent, qui fait 4 sérogroupes. Donc c'est ces 3 laboratoires qui le font. Donc si tout continue dans le bon sens, normalement, au mois d'avril 2024, ce vaccin quadrivalent sera obligatoire dans la loi des 11 vaccins qui va couvrir le A, le C, le W135 et le Y. Et on souhaite que le B, ce vaccin supplémentaire, soit aussi inclus, parce que le B, c'est entre 200 à 300 cas chaque année, là aussi en France. Ce qui prouve bien la dangerosité, effectivement, de cette maladie, de la méningite. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'une méningite ? Alors que la bactérie, on l'a au niveau, on va dire, de la gorge et elle se transmet par le biais de la salive. Il faut un contact prolongé, on va dire à 1 mètre d'intervalle. Pour ça que les lieux collectifs qui sont comme les écoles, les universités, les discothèques, les EHPAD sont des lieux propices à l'échange de cette bactérie. On peut très bien être porteur sain de la bactérie sans la développer, la transmettre à d'autres personnes. Et il suffit qu'il y a un moment où on est plus fragile, comme la période grippale. Donc c'est pour ça que la période hivernale est toujours propice à un bond important de méningite. Pour vous donner un exemple, au mois de janvier, vu que les chiffres sont officiels, au mois de janvier 2023, on a eu plus de 200 cas de méningite à méningocoque en France.
qui fait une moyenne de 6 cas par jour de cas déclarés. Donc il faut bien préciser aussi que la méningite est un recensement obligatoire par l'État parce qu'il y a risque d'épidémie qui permet d'avoir un contrôle. Donc voilà, dès qu'il y a un cas avéré, ça nous permet les autorités de vacciner la population autour qui était en contact proche. La méningite, vous dites donc c'est une bactérie qui est présente dans la gorge et elle se développe dans le cerveau? Alors elle se développe, donc comme je vous disais tout à l'heure, elle a besoin d'un support irritant. Donc elle se développe, elle peut prendre différents, on va dire orientations au niveau de l'organisme humain, qui fait des fois aussi, en fonction du type de la bactérie, qu'on appelle aussi, dans le cas des symptômes, le purpura, qui est le plus souvent dans le cadre de la méningite C, ce que notre fille Audrey donc, a eu. Et le purpura, si on prend un verre transparent, on appuie sur la tache. Si la tache disparaît, ça veut dire qu'en écrasant le vaisseau où il y a la tache, on refoule le sang, donc la tache disparaît. Mais si la tache ne disparaît pas, ce sont les vaisseaux sanguins qui se dilatent, donc le sang s'en va dans les chairs. C'est pour ça que souvent il y a l'amputation des mains, des pieds. Donc voilà, donc vu que chaque extrémité du corps n'étant plus, oxygénée, donc là c'est l'amputation obligatoire. Effectivement, oui. Alors, les symptômes que malheureusement vous n'avez pas su tout de suite pour Audrey, mais est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent tout de suite alerter pour tous ceux qui nous regardent? Alors, dans les symptômes, je préfère un petit peu parler sous forme d'image. Je préfère dire que le début des symptômes ressemble étrangement à la grippe. Donc ce sont des courbatures, des nausées, tout ça. Et plus que la maladie va évoluer, des courbatures, vous aurez la raideur de la nuque, des nausées, des vomissements, la forte fièvre qui va seulement augmenter. Mais il y a un des signes qui permet de pouvoir déceler un syndrome ménager, c'est la sensibilité à la lumière. Donc voilà, la personne, l'enfant ou l'adulte va être sensible à la lumière. Il va rechercher les endroits à l'ombre. Donc il va être plus souvent aussi un comportement plus agressif. Si c'est un enfant, ce qui s'était passé par exemple pour notre fille Audrey, quand elle était rentrée, elle était allongée sur le canapé, elle avait fermé les volets, elle s'était mise en position fétale, donc en chien de fusil. Et donc voilà, donc elle était un comportement, on veut dire assez, agressif. Et donc ce sont des choses qu'on ignorait totalement. Elle se plaignait de maux de tête, de mal quelque part? Elle avait les courbatures, on avait appelé le médecin, on avait rendez-vous le lendemain matin, mais le lendemain matin c'était trop tard. Donc voilà, c'est la sensibilité à la lumière avec un symptôme grippal. Il faut bien le préciser, donc la sensibilité à la lumière. Mais voilà, si on attend le purpura n'est pas systématique dans tous les cas de méningite. Donc voilà, et quand le purpura s'annonce, il faut être, les minutes sont comptées. Et souvent, le corps médical plonge le corps dans un coma artificiel pour ralentir la progression de la bactérie pour que les traitements puissent faire de l'effet. Alors, cette association que vous avez créée effectivement en hommage à Audrey, qui s'appelle Méningite France, association Audrey, prévient aussi de toutes les infections virales et bactériennes. Tout à fait. Et donc, vous œuvrez à la fois dans les établissements scolaires et puis pour tous ceux qui le désirent et qui ont besoin d'informations, sur la plateforme. Oui, alors par exemple, le Conseil de l'ordre des pharmaciens, on a déjà distribué donc 17 000 livrets. On souhaite le faire distribuer au sein de l'Éducation nationale. On était en relation juste avant les grandes vacances avec le médecin et l'infirmière du ministère de l'Éducation nationale. Donc on attend donc une suite, donc de pouvoir distribuer ce livret. Aussi, on a une plaquette spécifique sur les méningites, mais ce livret, c'était surtout aussi de parler sur plusieurs maladies, parce que beaucoup de personnes ne sont pas sensibles uniquement à la maladie, peut-être par rapport à la rougeole, à l'hépatite, donc qui sont marqués dans ce livret, qui a été fait donc par plusieurs infectiologues, le CHU, et validé par le ministère de la Santé. Merci beaucoup, merci Jimmy Voisine d'être venu sur le plateau du Grand JT pour nous parler de l'importance, effectivement. Il y aura eu dans le cas du diagnostic, si les personnes demandent à l'enfant d'enlever son pull, et regardez l'expression du visage, si l'enfant fait des grimaces en enlevant son pull, ça c'est un signe qui peut aussi alerter. Ça veut dire qu'il est obligé de pencher la tête en avant pour enlever son pull. C'est la raideur de la nuque. C'est la raideur de la nuque qui commence.
Merci beaucoup pour ces informations. Vous l'aurez compris, hein, la sensibilité à la lumière, effectivement, les courbatures, la sensibilité de la nuque, autant de symptômes qui doivent vous alerter sur les méningites à méningocoque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jimmy Voisine, et ce petit livret qui est important pour vous prévenir et savoir tout sur les infections virales et bactériologiques. Merci. Merci. Tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, vous vouliez nous parler d'une nouvelle rumeur qui court sur les réseaux, la vente d'enfants sur Vinted. Eh oui, la célèbre application plateforme de vente de produits de seconde main, 23 millions de comptes actifs en France, 65 millions d'utilisateurs dans 16 pays, et donc effectivement depuis un mois, peut-être un peu plus, des accusations selon lesquelles certaines annonces cacheraient en fait de la vente d'enfants par des réseaux pédophiles. Alors on va regarder les explications de ce TikToker dont le surnom est Agartha, et puis on en parle juste après. Voici les différentes annonces sur Vinted par rapport à des trafics d'enfants et de femmes, c'est très sombre. Exemple, ce genre d'annonce, ceci serait une vente de brosses pour poupées, vendue pour le prix de 10 000 €. Sur la description de l'annonce, il y a écrit 10 000 € parce que j'ai envie, en fait, elle n'a pas été utilisée et elle est petite. J'espère que vous comprenez bien de quoi ça parle. Ensuite, nous avons cette annonce où nous pouvons voir une peluche licorne pour le prix de 9 000 €. Bien évidemment, ce n'est pas la peluche qui est mise en vente à 9 000 €, mais un enfant. Ensuite, passons sur cette dernière annonce. Une vente de combinaison bleu nuit pour le prix de 14 000 €. Et l'annonce est très sombre, il est écrit « porté par une personne de valeur », ce qui a permis à une combinaison basique d'accéder à un rang social plus élevé. Ceci concerne les ventes d'une femme pour ceux qui n'avaient pas compris. Alors déjà, chers amis, si je puis me permettre, ne croyez pas ou peu des gens qui se présentent en vidéo masqués. C'est toujours louche, c'est jamais franc du collier, il y a toujours quand même quelque chose derrière. Ça, c'est le premier conseil quand même. Merci pour ce conseil, effectivement, mais même s'il est évidemment important de toujours rester vigilant sur ces sujets, vous nous confirmez, Loïc, s'il vous plaît, que oui. ces accusations sont fausses? Je vous confirme effectivement qu'elles sont fausses. Ce sont des rumeurs en fait qui viennent de la sphère complotiste, qui nous refait le même coup qu'en 2020 avec une entreprise américaine qui s'appelle Wayfair, spécialisée dans l'ameublement en ligne. Je vous explique. À l'époque, elle avait aussi été accusée de vendre des enfants dans des annonces à code, à mot de passe, à symboles. En gros, les complotistes estimaient que les prix exorbitants de certains meubles, ainsi que leur nom, puisque chaque meuble porte des noms qui pouvaient rappeler ceux des enfants, et le tout associé à des numéros de série qu'ils ont googlisés, et ils ont trouvé que ces numéros de série étaient les mêmes que ceux d'enfants qui avaient été enlevés ou qui étaient perdus. Les numéros de série d'enfants enlevés? En fait, les enfants enlevés ou perdus ont des numéros de recherche, etc. Et donc, ces numéros étaient les mêmes que les numéros de série de ces meubles. Vous voyez là, le truc. Donc, du coup, tout ça prouvait, selon eux évidemment, que ce n'étaient pas des annonces de meubles et d'armoires, mais des annonces pour vendre des enfants, soi-disant. Et c'était quoi le prix de ces meubles alors? Non, mais j'ose même pas vous le dire parce que c'est un peu honteux. C'est entre 10 000 et 15 000 $ l'armoire. Alors, c'est vrai que c'est cher, je suis le premier à le dire, il n'y a pas de problème, mais voilà comment Wayfair répondait à la polémique en 2020. Les produits en question sont des armoires de qualité industrielle dont le prix est justifié. Nous reconnaissons que les photos et descriptions offertes par le fournisseur n'expliquent pas le haut niveau de prix de façon adéquate et avons donc décidé temporairement de retirer ces produits du site. Ah oui, effectivement, c'est pas très convaincant. Voilà, on est d'accord, mais en même temps, comment se défendre quand on est accusé de vendre des enfants sur son site marchand? C'est-à-dire que, quoi que vous disiez, quelle que soit la raison que vous donniez, ceux qui ne vous croient pas ne vous croiront pas quoi qu'il en soit. Donc ça c'est très compliqué, mais au final, après enquête des autorités américaines et même internationales, puisque le site est international, eh bien, il n'y avait absolument rien de tendancieux. C'était effectivement des armoires très haut de gamme pour une clientèle évidemment très aisée. Effectivement, la meilleure défense, c'est de demander une enquête. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, qui sont ces gens justement qui ont accusé Wayfair? Alors, est-ce que le nom de QAnon vous parle? Ce sont en fait des complotistes américains à la base, des centaines de milliers d'internautes qui sont, écoutez bien, parce qu'il faut bien aussi l'avoir en oreille ça, ils sont persuadés qu'un employé anonyme de la Maison Blanche, surnommé Q, d'où QAnon, le Q au début, lutte de l'intérieur de la Maison Blanche contre un réseau pédosataniste impliquant le gratin d'Hollywood et le Parti démocrate.
Et QAnon a joué donc un rôle majeur dans la diffusion de ce qu'on a appelé le Wayfair Gate et aussi dans l'invasion du Capitole, vous savez, à Washington en janvier 2021, appelé par Donald Trump. Oui, donc effectivement, c'est toutes ces théories complotistes. Mais alors, si on en revient effectivement à Vinted, comment les rumeurs sont aussi mises à les viser eux-mêmes? Eh bien, à cause de Francis Lalanne. Notamment. Alors je sais que c'est très étonnant, mais vous savez que depuis le Covid, Francis Lalanne a viré complotiste. Il s'en cache pas d'ailleurs hein, sur son Twitter, etc. Il le dit avec ironie certes, mais enfin il en parle régulièrement. Et sur plein de sujets, il est complotiste d'ailleurs, pas que le virus, hein, mais sur la politique, etc. Et sa voix, un peu comme celle de Dieudonné, puisque maintenant les deux sont pas mal ensemble, font des conférences, etc. Sa voix pèse beaucoup dans cette communauté-là. Et donc il fut l'une des premières personnes dès le 12 novembre dernier à commenter publiquement et à transmettre sur les réseaux sociaux les annonces publiées sur Vinted, celles qu'on a vues dans la vidéo, hein, et à évoquer lui-même clairement un réseau pédocriminel et de la vente d'enfants sur Internet. Donc face à tous les messages qu'ils ont reçus sur les réseaux sociaux, Vinted a enquêté. Hein, eux aussi, très, très sérieusement. Et ils affirment qu'une grande partie de ces annonces, signalées en France en tout cas, sont à chaque fois le fait de fautes de frappe, tout simplement. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens normaux et les complotistes qui voient toujours une signification même au hasard. Et donc là, effectivement, ils ont appelé les annonces, ils ont dit, mais attendez, ça vaut vraiment 9 000 € votre truc? Et ils ont dit, ah ben non, je me suis trompé, c'est 9 €, c'est pas 9 000, mais j'ai pas fait attention, ou j'ai mis une mauvaise virgule, etc. Enfin, entre 9 et 9 000, quand même, il faut y aller. Hein. C'est peut-être une tentative aussi d'avoir de l'argent, voilà, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, de là à vendre des enfants... On n'y est pas. La police nationale aussi a été sollicitée, contactée par nos confrères de France Info il y a quelques semaines, et elle affirme bien, après enquête, qu'il s'agit de rumeurs. Et les journalistes ont écrit, eux aussi, les journalistes de France Info ont écrit à une utilisatrice italienne qui vendait une salopette pour enfants à 1 210 €. Voilà. Et donc, cette femme leur a confirmé qu'en fait, elle n'avait pas fait gaffe, mais que c'était 12 € et pas 1210. Donc, en gros, ce vaste trafic d'enfants, cette histoire de trafic d'enfants sur Vinted n'a absolument aucun fondement. Alors, il y a une enquête de Vinted très sérieuse. La police s'est penchée sur le sujet. Plusieurs médias aussi ont enquêté là-dessus, dont nous aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien, mais pas le moindre indice sur le fait que ça pourrait être une vente d'enfants. Même, voilà, c'est la sphère complotiste qui voit des symboles, des messages cachés un peu partout. Il faut préciser, bien sûr, qu'il faut rester en alerte sur ces choses-là. Et voilà, toutes les enquêtes, en tout cas, ont écarté cette théorie. Surtout sur les affaires de pédocriminalité, ouais. Évidemment, il faut rester en alerte. Mais merci beaucoup, effectivement, pour m'avoir éclairé sur ce sujet, cher Loïc. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souviens d'écolier. Et cette semaine, son invité est le sportif Axel Alétru. Donc là, on le disait, tu es en plein rêve. Et puis malheureusement, ça va prendre fin en Lettonie le 27 juin 2010. Exactement. Tu chutes pendant une course. Oui. Grand Prix de Lettonie. Je chute et je perds l'usage de mes jambes. Donc en une fraction de seconde, je passe de pilote professionnel à personne handicapée sans aucune perspective d'avenir. À ce moment-là, je pense que... On t'annonce tout de suite Tout de suite, les médecins... Je ne tombe pas forcément dans le meilleur des pays. À l'époque, je tombe en Lettonie. Donc rapatrié en France. Et là, le diagnostic tombe. Les médecins me disent que je ne remarcherai probablement jamais. Parce que quand tu es en Lettonie, qu'est-ce qu'ils te disent? On ne me dit rien en Lettonie. Les chirurgiens ne parlent pas anglais. Je suis dans des conditions vraiment apocalyptiques. Strictement rien à voir avec le système français. Donc, je sais, si ce n'est que je ne sens plus mes jambes, je ne sais pas réellement ce que j'ai dans ma colonne vertébrale. Donc, arrivé en France, je suis paralysé, je ne sens plus rien. Donc là, je me dis que c'est terminé. Mais je me dis peut-être que j'ai une chance, on espère. Et donc, arrivé en France, évidemment, première question, elle a été toute simple. J'ai regardé le docteur, je lui ai dit, docteur, est-ce que je vais marcher un jour? Et le médecin ne s'était pas prononcé. J'ai de nouveau insisté, et là, le médecin indique que malheureusement, il ne pouvait pas me prédire la suite. Donc là, on se dit... Là, qu'est-ce qui est touché alors finalement? Colonne vertébrale, ouais. La vertèbre L1, T10. Donc on me dit que je ne remarcherai jamais, et potentiellement jamais. Donc là, la moto terminée, enfin... Tout devient rationnel, on ne pense plus du tout à la moto, on se dit, mais waouh, comment faire maintenant pour retrouver une vie classique? Rien que ça.
Je pense qu'à 20 ans, il y a toujours pire, mais je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut dire à un gamin de 20 ans, de se dire que tu marcheras plus, quoi. Aller voir tes potes, voyager, aller dans des restos, des bars. Tu étais au démarrage de ta vie, surtout. Tu es au démarrage de ta vie, tu as plein de questions. Donc, très difficile. Et comment ça se passe alors après? Avant que tu retrouves Maxime, c'est ça? Ouais, en rééducation. Donc, je m'en vais en rééducation pendant 2 ans. Et donc là, au fur et à mesure, je récupère tout doucement la cuisse de gauche, puis de droite. Puis ensuite, première victoire, j'arrive à me mettre debout dans l'eau. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quand on dit ça, peut-être que les valides ne se rendent pas compte, mais pour moi, me remettre debout dans l'eau pour la première fois, c'était dingue. C'était une victoire pour moi, pour les gens qui m'entouraient, pour l'équipe. C'était encourageant. Au bout de combien de temps? Je pense que ça a été au bout de 4 mois à peu près. Donc 4 mois, première victoire. Puis ensuite, je sens que je stagne malheureusement. Et le problème de la colonne vertébrale, c'est que personne ne pourra prédire l'avenir. Donc on est dans l'interrogation complète. Et on l'a tous vu, au moins expérimenté une fois dans notre vie. Dans l'interrogation complète, pour nous, êtres humains, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc je ne savais pas si je devais continuer à travailler ou accepter, faire le deuil, rebondir. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais aller au maximum. J'avais pris 2 ans de ma vie, où pendant ces 2 ans, je m'étais dit que j'allais tout faire pour y arriver, quoi qu'il en coûte. C'est toi qui décides de... Je décide avec le staff médical, mais ensemble, on se met une deadline de 2 ans. Et donc là, il restait 6 mois. Et sur ces 6 mois, je sens que je ne progresse plus. Et là, je me dis, comment faire pour pallier à ces muscles qui sont paralysés? Comment... C'est toi qui trouves la solution? J'initie un petit peu avec ma kiné en disant, je vois que je ne progresse plus, pourquoi pas essayer d'innover, être flexible, s'adapter, trouver des solutions. Et là, je croise Maxime. Et donc, ensemble, on développe ces attelles. Avec, là, c'est dans les 6 derniers mois. Voilà, c'est ça. On se retrouve, on crée ces attelles en carbone. Et grâce à ça, je peux me remettre cette fois debout sur la terre ferme. Et là, je commence à marcher. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Une libération. Je suis assez grand, donc... oui. Mais du coup, quand tu es en fauteuil toute la journée et que tu te lèves pour la première fois, tu as l'impression que la pièce... C'est plus la même vie. Mais ouais, ça change tout. Donc, le sentiment de pouvoir revivre, être comme les autres, presque. Ouais, c'est hyper émouvant. On imagine donc tu as lié beaucoup de doutes, de moments compliqués, et puis une nouvelle passion. Une nouvelle passion, l'envie de démontrer que malgré le handicap, je peux devenir une nouvelle fois un champion. Voilà. Alors, la vocation, Axel sera champion. J'avais envie de... Métier champion. C'était, oui, le sport, c'est toute ma vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas démontrer que malgré ce qui m'est arrivé, je peux aller de nouveau avoir une carrière. Et donc là, je me lance dans la natation. Parce que c'était venu aussi pendant la rééducation, peut-être? Parce que c'est venu pendant la rééducation, parce que dans la natation, ce que j'aimais, c'était le fait d'être libre, comme les autres, ne pas avoir de fauteuil roulant, être à la même hauteur que tout le monde. Donc ça, c'était quelque chose qui était pour moi très intéressant. Et on voyait d'abord un athlète avec une performance, et après le handicap. Et non pas le handicap, et après la performance. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et là, tu rêves des Jeux paralympiques? Là, je rêve des Jeux paralympiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les JO de Rio. Non, même pas. Non? Alors, je me qualifie, je réalise les minima, et malheureusement, coup de théâtre, 2 mois avant les Jeux paralympiques de Rio 2016, on me change de catégorie de handicap. Dû au fait que je suis debout, ça m'a porté préjudice, et on m'a dit que je devais passer dans la catégorie supérieure avec les personnes qui marchent. Mais dans l'eau, moi, je n'ai aucune propulsion. Je ne peux pas plonger, je ne peux pas faire de demi-tour, battement de jambes. Et donc, malheureusement, les temps que j'avais réalisés ne correspondaient plus du tout à cette nouvelle catégorie de handicap. Ça, c'est au bout de combien de temps, alors? 5 ans. Ouais, donc là, des illusions, parce qu'on ne va pas au jeu, non pas parce qu'on n'a pas été performant, mais parce qu'un groupe de personnes ont décidé que je devais changer de catégorie. Et donc, autant d'entraînement, de préparation pour finalement rien. Donc, on se remet beaucoup en question. Et là, je me dis, bon, je ne peux pas en rester là. Il faut que je prenne ma revanche autrement. Qu'est-ce que tu décides alors? Je dis, bon, si je suis trop valide, pourquoi pas aller challenger des valides dans un sport? Et là, hop. Le Dakar. Ça arrive combien de temps après alors? Ça arrive, 2016. 2 ans après, je commence à monter le projet. En 2018, pour faire le Dakar 2020 en voiture. Donc je monte le projet.
Je monte le projet, 25 personnes dans l'aventure. Et là, je me dis, bon, go. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, copilote avec François, on développe la voiture, tout se passe bien. Un super slogan, #JePeux 2020, pour partager un message fort que rien n'est impossible. Non seulement on termine ce Dakar, et en plus de ça, avec François, on réalise l'impossible où je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. Donc une première historique. Là, c'était une belle revanche sur ce qui s'était passé avec ma changement de classification en natation. Beaucoup d'émotions à l'arrivée. Souvent, je dis, quand j'ai passé le podium de l'arrivée avec les 25 personnes du team, je repense à la Lettonie où j'ai eu l'accident. Et je me dis, si le médecin là-bas m'avait dit « Monsieur Alétru, vous avez perdu l'usage de vos jambes, mais je vous garantis que vous gagnerez le Dakar devant les valides dans 10 ans », j'aurais dit « Bon, je crois que vous êtes loin du compte ». Et t'as forcé ta destinée tout le temps aussi. C'est vrai. Donc c'est la preuve que ça se joue... Oui, le mental, je pense qu'il faut connaître aussi ses propres limites. C'est important de savoir, de connaître le sens de notre vie, pourquoi on se lève tous les matins, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et à partir de là, quand on fait les choses qu'on aime, je pense qu'on se donne à 200%. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Axel Alétru pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Axel et à demain. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Plaisir. Vous revenez quand, cher Loïc ? À demain. Eh ben voilà. À demain avec un agenda. L'agenda du week-end, effectivement, pour les sorties, effectivement, à faire avec nos enfants. Et les 3 mousquetaires. Un petit focus sur les 3 mousquetaires. J'ai hâte. Merci à vous tous de nous suivre. Donc, canal 217 sur la box Orange, 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne et notamment le Grand JT. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel. Ce programme